Bonsoir, nouvelle édition du 7-8, l'actu sur TV Fil 78 en ce jeudi 3 octobre, le tour de l'actualité locale. Voici les principaux titres de cette édition. Le cumul des mandats, les sénateurs ont voté contre le mois dernier, les députés vont bientôt devoir s'exprimer à nouveau. Nous verrons justement ce qu'en pense Jean-Philippe Mallet, député socialiste de la 11e circonscription des Yvelines. Il est l'invité de cette édition. Le congrès des parcs naturels se déroule en ce moment en Haute-Vallée de Chevreuse. Affirmer leur spécificité, défendre leur territoire, mais également, avec un mot d'ordre, favoriser la transition énergétique. Et le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui dresse ses priorités pour cette rentrée. Une année de transition, de construction pour Jean-Luc Vessière entre développement du futur ensemble Paris-Saclay et derniers préparatifs avant l'ouverture d'un institut d'études politiques à Saint-Germain-en-Laye. L'image du jour, c'est une image artistique. Elle est signée Felice Varini, l'artiste qui vient de signer une exposition géante au Grand Palais à Paris. Cette fois, ce sont des cercles rouges géants qui ornent les bâtiments des petites écuries à Versailles. Vous les avez peut-être remarqués si vous vous promenez du côté du potager du roi. Ils sont donc l'œuvre de ce plasticien suisse. Elles seront exceptionnellement illuminées ce samedi 5 octobre à l'occasion de la Nuit Blanche. Un travail de peinture étonnant. Et si vous manquez ce rendez-vous de samedi soir, l'exposition, elle, dure jusqu'au 14 décembre. Pour débuter cette édition, nous allons parler du cumul des mandats. En plateau ce soir, Jean-Philippe Mallet, député PS de la 11e circonscription des Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir. Votre avis sur ce dossier, que voterez-vous à l'Assemblée? On va en parler dans un instant, mais déjà quelques précisions sur le cumul avec ce reportage qui sont les cumulards, c'est comme ça qu'on les appelle dans notre département. L'UMP Gérard Larcher, champion yvelinois du cumul des mandats, 31e au niveau national sur 1573 élus selon l'enquête du journal L'Express. Le sénateur des Yvelines, maire de Rambouillet, occupe en marge de ses mandats pas moins de 7 fonctions, de la présidence du comité de l'Office de tourisme de Rambouillet à la présidence du conseil d'administration du domaine national de Chambord. C'est donc sans grande surprise qu'il s'oppose au projet de loi du gouvernement sur le non-cumul, même s'il anticipe déjà le texte en renonçant à un nouveau mandat en mars prochain. Depuis 30 ans, je suis maire de Rambouillet. Depuis plus de 26 ans, j'ai été élu parlementaire. Je pense avoir pu exercer ces deux fonctions, j'allais dire, dans le respect de chacune des fonctions et au contraire avoir enrichi de mon expérience d'élu local l'exercice de ma fonction nationale et inversement. Donc je combattrai ce texte. Lors du vote du projet de loi par la Chambre haute, les sénateurs ont voté pour, mais en s'excluant du dispositif. Ce sont donc les députés qui vont décider lors d'une nouvelle lecture de l'avenir de ce texte que le gouvernement annonce présenter au nom de la transparence publique et de la moralisation de la vie politique. Valérie Pécresse est députée UMP de la 2e circonscription des Yvelines. Elle est justement contre le cumul des mandats, mais demande quelques ajustements. Ce que je reproche au gouvernement aujourd'hui, c'est de laisser les députés sans, j'allais dire, l'équipe nécessaire pour les aider, les appuyer. Dans les autres pays, un député, c'est quelqu'un qui a un vrai staff, une vraie équipe derrière pour l'aider à faire des choses, des vrais moyens, y compris financiers, pour faire bouger les choses. Donc il faut faire le non-cumul, mais il faut revaloriser la fonction parlementaire et donner aux parlementaires des assistants et une vraie équipe. Valérie Pécresse qui dans le classement de l'Express figure à la 748e place, à la fois députée des Yvelines mais aussi conseillère régionale d'Île-de-France. Parmi les autres élus du département, on retrouve également François Deligné, lui aussi à la 748e position, maire de Guyancourt et conseiller général. Je suis contre le fait d'avoir deux exécutifs parce que c'est trop lourd. Vous savez, mes responsabilités de maire, je les assume entièrement. Ça demande énormément de temps. Et quand on est à l'agglomération ou au conseil général, c'est pour porter les besoins du territoire, c'est pour travailler dans l'intérêt des habitants et les représenter. Par contre, être à deux exécutifs, ça n'a jamais été ma volonté. La loi sur le non-cumul des mandats sera prochainement présentée au Palais Bourbon et une majorité absolue sera nécessaire pour entériner le texte qui rentrerait en vigueur en 2017 pour les prochaines législatives. Invité donc pour développer ce dossier, le député socialiste Jean-Philippe Mallet. Pour faire écho à ce palmarès de l'Express qui était évoqué dans le sujet, voici votre classement 1041e sur 1573 avec 2 mandats, député, conseiller général. Quel regard vous portez sur ce dossier du cumul des mandats? Est-ce que vous voterez contre le cumul des mandats à l'Assemblée? Moi, je suis favorable effectivement à la limitation du cumul des mandats. Je suis d'ailleurs dans l'épure du projet de loi qui est très précisément d'interdire à tout parlementaire, député ou sénateur,
d'être dans un exécutif local. Donc je suis tout à fait favorable à ceci, pour plusieurs raisons. La première, c'est que décemment, on ne peut pas tout faire, on s'en rend compte. On ne peut pas être à la fois maire et député, matériellement, c'est difficile. Chacune de ces fonctions demande du temps, de l'engagement, un investissement personnel. Et puis d'autre part, il peut y avoir des conflits d'intérêts lorsque vous êtes maire d'une ville, a fortiori d'une grande ville, mais lorsque vous êtes président d'un conseil général, d'un département ou d'une région, vous défendez, c'est votre travail, vous défendez votre territoire, votre commune, votre département, votre région. Or, quand vous êtes député ou sénateur, vous votez la loi, l'intérêt général. Donc on n'est pas du tout dans la même position. Il y a un conflit. Pas favorable au cumul des mandats, on a bien compris, mais pour autant, est-ce que c'est un texte qui va passer à l'Assemblée? Quand on voit que du côté des sénateurs, on vote favorablement, on dit oui, effectivement, il faut limiter le cumul, mais on s'exclut du dispositif, c'est ce qu'ont fait les sénateurs. À l'Assemblée, le texte va passer et va concerner tout le monde, sénateurs comme les députés. Tout à fait. In fine, d'ailleurs, Manuel Valls l'a rappelé lorsqu'il a défendu le texte devant la Haute Assemblée. Il n'a pas été suivi par les sénateurs socialistes, d'ailleurs. Tout à fait. Pas la totalité. Pas la totalité, mais il y a une majorité quand même qui a des sénateurs socialistes qui a voté le texte. Il a rappelé qu'in fine, dans notre Constitution, ce sont les députés qui ont le dernier mot. Et donc ce texte sera voté. C'est une bonne chose. J'aurais souhaité, avec un certain nombre de jeunes députés, qu'on aille plus loin. Par exemple, je suis très attaché à la limitation dans le temps du cumul des mandats. Je pense que quand on est maire, conseiller général, député, quel que soit le mandat, et qu'on fait 3 mandats successifs, c'est très nettement suffisant. Nous voyons des maires qui se présentent à des âges canoniques. Ça n'est pas sain. Je vois à l'Assemblée nationale des députés qui sont élus depuis 40 ans. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sain. Donc je suis aussi favorable. Ça n'est pas dans le texte, ça n'a pas été retenu, mais ça sera, je l'espère, en tous les cas nous y militons avec un certain nombre de jeunes députés. Je suis favorable à ce que ça soit, à ce qu'il y ait également plus tard une limitation dans le temps des mandats. Avant de rentrer au Palais Bourbon, vous étiez conseiller municipal à Bois d'Arcy. Benoît Hamon a été élu député. Vous étiez son suppléant. Vous l'avez remplacé. Vous siégez à l'Assemblée nationale. Du côté de Bois d'Arcy, le maire, à 80 ans, va se représenter, Claude Vuillet. Vous en avez discuté avec lui, puisque vous parliez de limiter les mandats dans le temps et limiter l'âge aussi. Alors forcément, je vous pose cette question concernant une commune que vous devez suivre encore aujourd'hui. Tout à fait. Je vis à Bois d'Arcy, j'ai beaucoup d'amis à Bois d'Arcy. Je rappelle que les Arcysiens, pour ces élections cantonales et législatives, m'ont fait confiance et nous ont fait confiance à Benoît Hamon et à moi-même. Vous avez succédé à Claude Vuillet d'ailleurs au Conseil général. À une large majorité, et beaucoup d'Arcysiens me parlent des municipales. Moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la question des principes. Je ne souhaite pas, si vous voulez, évoquer de noms de personnes. La seule question que je pose, c'est est-ce sérieux de se présenter lorsqu'on a plus de 80 ans à une élection municipale? Est-ce sérieux, est-ce sain d'être député depuis 30 ans, 40 ans? Je ne pense pas. Et donc, c'est pour cette raison précise qu'il faut poser des règles. L'homme étant ce qu'il est, il faut que l'on pose des règles de fonctionnement qui soient rigoureuses. Et pour l'instant, ce qui prime, c'est le cumul des mandats. C'est la question que nous vous avons posée aujourd'hui. Que pensez-vous de l'idée d'interdire le cumul des mandats? Vos réponses? Plutôt contre le cumul des mandats, puisque assez souvent, le responsable politique est trop occupé, il n'a pas le temps de vraiment se donner à une tâche. Voilà, quand une personne cumule des mandats, ça prouve qu'elle est efficace. Absolument contre, parce que je pense que déjà un mandat, c'est bien. Alors cumuler, ça fait beaucoup, quoi. Je suis contre le cumul des mandats, parce que je trouve que les gens qui cumulent les mandats, ils gagnent beaucoup d'argent. Contre si on suit les principes que si on cumule les mandats, on cumule les salaires, et que cumuler les salaires lorsqu'on est déjà suffisamment, on va dire, riche ou aisé, c'est un peu profiter du fait qu'on soit haut placé. Voilà pour vos différentes réactions recueillies aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Les gens sont plutôt opposés au cumul des mandats. Il n'y a pas une unanimité non plus de la classe politique d'un bord ou d'un autre. Du côté des socialistes, tout le monde n'est pas contre le cumul des mandats. Vous le comprenez, vous en parlez avec vos collègues socialistes également. Vous comprenez aussi que les consignes qui soient données ne soient pas toujours suivies. On parlait tout à l'heure des sénateurs avec Manuel Valls qui n'a pas été entendu par l'ensemble des sénateurs socialistes.
Vous savez, c'est le Sénat, un Premier ministre avait dit c'est une anomalie démocratique, le Sénat. Je rappelle que le Sénat a contribué en son temps à la chute de Charles de Gaulle, qui a tant apporté pour vous, c'est une anomalie, à la le Sénat, France. C'est un des conservatoires du conservatisme, et y compris, malheureusement, je le regrette, chez certains élus, sénateurs de gauche, malheureusement. Alors, il n'y a pas d'unanimité, c'est la question que je vous posais. Comment on peut expliquer qu'il n'y ait pas d'unanimité, que ça dépasse les clivages politiques, cette question du cumul ? Mais parce que vous avez des confusions. Je pense qu'on l'a bien vu dans la réaction des Français, ils savent bien que confusion de valeurs. Être maire, être député, c'est pas un métier, c'est une fonction. Et on dit, voilà, dans une période de sa vie, on a un métier, mais on consacre une période de sa vie au service. C'est une fonction au service de la collectivité, d'une commune ou de la France, quand on est député ou sénateur. Les choses sont très simples. Ce sont les femmes et les hommes qui rendent ces choses-là compliquées. Moi, je suis vraiment pour qu'on prenne des mesures de bon sens. Une fois de plus, je ne pense pas qu'il soit sain d'être député depuis 30 ans ou 40 ans. Je ne pense pas qu'il soit sain de se présenter à une élection municipale quand on a au-delà de 80 ans. C'est votre message, je crois qu'il a été clair et qu'on l'a bien entendu. On va juste s'écarter quelques instants de cette question du cumul des mandats. On parlait des différences de point de vue au sein même du Parti socialiste. Vous remplacez Benoît Hamon actuellement à l'Assemblée nationale puisqu'il a été nommé ministre de l'économie sociale et solidaire. Benoît Hamon qui a eu quelques échanges aussi avec une autre ministre, Cécile Duflot. Manuel Valls fait aussi partie de ces différents échanges. C'était autour de la question des Roms. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a des tensions au sein même du gouvernement et quelle incidence ça peut aussi avoir par la suite, ne serait-ce que sur les élections municipales ? Vous savez, d'abord, il y a une césure entre les élections locales, municipales et le contexte national. Il n'en demeure pas moins que la voix du gouvernement n'est pas forcément très très claire pour l'opinion aujourd'hui. Bien sûr, mais le président, je crois, a rétabli les choses, a fait preuve d'autorité, a indiqué qu'il ne souffrirait plus qu'il y ait de telles polémiques. Moi, je considère de toute façon que la République doit pouvoir, et lorsque on est élu, on doit pouvoir s'attacher, alors dans la fermeté, mais à intégrer, à mettre en place les dispositions, les dispositifs qui doivent permettre à des populations de vivre selon nos lois. On ne doit pas abandonner ceci. C'est une conception républicaine que partageaient des élus de droite et de gauche. C'est la conception républicaine gaulliste aussi, d'une certaine façon. La France, il ne faut jamais perdre de vue que la France est une construction politique. C'est un projet d'intégration, c'est un vivre ensemble, un plébiscite quotidien, disait Ernest Renan. Donc si on dit, ces personnes ne peuvent pas par nature s'intégrer à notre pays, je pense que d'abord ce n'est pas vrai, c'est faux, et puis c'est renoncer à ce qui fait notre engagement. Et ça divise le gouvernement, ça divise aussi cette question-là les socialistes. Une dernière question concernant le gouvernement, concernant Benoît Hamon. Est-ce qu'il a évoqué avec vous la possibilité aussi de quitter le gouvernement, même après les municipales, oui, non, c'est pas d'actualité. Et de redevenir député? C'est pas d'actualité parce que certains l'ont d'ailleurs un peu caricaturé, mais vous avez certainement remarqué depuis qu'il est ministre, il est d'une totale loyauté, solidarité vis-à-vis du gouvernement. Et il n'a jamais recherché la petite phrase, la polémique. Donc il n'a pas été discuté pour l'instant de son retrait du gouvernement. Et il travaille au service de la France et des Français. Jean-Philippe Mallet, député de la 11e circonscription des Yvelines socialistes. Vous restez en plateau avec nous. On va évoquer un autre dossier brûlant d'actualité. C'est le travail le dimanche. La semaine a été agitée, même si le dossier n'est pas tout à fait nouveau. Après l'injonction de justice de fermeture le dimanche à une quinzaine de magasins de bricolage, une obligation non respectée, le collectif des bricoleurs, composé de salariés, a manifesté devant Matignon. Hier, on va écouter l'une des porte-paroles du collectif des bricoleurs du dimanche. Elle travaille à Bois d'Arcy. Elle a été reçue par le cabinet du Premier ministre. Et puis, juste après, vous entendrez d'ailleurs la réaction du ministre Benoît Hamon sur ce dossier. On s'est mobilisé pour obtenir de la part du gouvernement un décret qui nous permettrait d'ouvrir au même titre que les magasins de jardinage et d'ameublement. On ne demande pas une généralisation du travail du dimanche. On demande juste une virgule de plus à jardinage, ameublement et bricolage. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, nous, au gouvernement, à l'heure actuelle. On comprend la demande qui existe, mais qu'en l'occurrence, en l'état de la loi,
la justice prend ses décisions, en l'occurrence, mais moi je suis pas là aujourd'hui pour parler du travail le dimanche. Je suis là pour parler des emplois qu'on va créer et des gens qui espèrent déjà travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ce qui sera très très bien et avec un salaire décent. Interview réalisée du ministre lors de son déplacement dans les Yvelines pour la signature de contrats d'avenir. C'était ces dossiers qu'il évoquait. Votre avis en tant que député sur le travail le dimanche? Oui. Il faut l'interdire? C'est-à-dire que, par mon engagement politique, par mes convictions philosophiques, personnelles, je suis opposé au travail le dimanche, à la généralisation du travail du dimanche. C'est-à-dire, je ne souhaite pas que l'on généralise aux entreprises et au secteur public le travail le dimanche. Vraiment. Et je tiens, il y a des gens qui veulent travailler, qui n'ont pas le droit de travailler. Je tiens à ce principe. C'est ça la réalité d'ailleurs. On vit suivant ce principe. Alors évidemment, il y a des exceptions. Chacun comprend bien qu'un hôpital, secteur public, doit travailler le dimanche. Chacun comprend bien que les boulangers travaillent le dimanche. Mais il y a eu la nomination de M. Bailly qui doit réfléchir, et moi j'appelle de mes vœux cette réflexion sur, on va dire, une mise en cohérence, une mise en homogénéité, une rationalisation de ces exceptions. Effectivement, on ne comprend pas que des magasins d'ameublement soient depuis de très nombreuses années ouverts le dimanche. C'est-à-dire qu'il faut interdire ces magasins d'ouvrir aussi ? Non, et pas les magasins de bricolage. Il faudrait plutôt autoriser aussi aux magasins. Pourquoi pas ? Il faut du cas par cas. Surtout, en fait. Voilà, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cela en considérant que, le principe, c'est on ne généralise pas le travail le dimanche, je suis totalement opposé, mais on met les exceptions, je dirais qu'on les met en cohérence, on réfléchit à ces exceptions qui existent, qui sont nombreuses en France, on essaie de les rationaliser, quoi. Évidemment, les gens ne comprennent pas qu'on puisse aller acheter des meubles le dimanche et pas acheter des outils pour les monter, d'autant que souvent ces magasins sont pratiquement sur le même créneau, quoi. Ils vendent en partie les mêmes produits. Donc ils sont souvent voisins aussi sur un plan géographique. Tout à fait, ça n'est pas cohérent. Voilà. Donc j'appelle de mes vœux cette mise en cohérence de ces exceptions. Voilà. Merci Jean-Philippe Mallet, qui était donc l'invité de cette édition du journal, député de la 11e circonscription. Vous avez réagi notamment aussi à la question du cumul des mandats, on vous a entendu tout à l'heure. Et sachez aussi que mardi soir à 18h30, le 7-8 Société sur TV Fil, émission de débat de la rédaction, reviendra sur ce dossier justement avec des élus de gauche, de droite, des salariés, des partisans, des opposants au travail, le fameux dimanche, ce fameux 7e jour de la semaine. La suite de ce dossier de la réforme des rythmes scolaires, pour vous préciser que Jean-Michel Fourgousse, qui est à l'origine d'une pétition contre la mise en place de cette nouvelle disposition dès la rentrée 2014, appelle aujourd'hui les maires à boycotter la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Et puis politique toujours, pour vous annoncer qu'il y a un nouveau candidat du côté de Guyancourt après François Deligné, le maire sortant socialiste, et puis Ladislas Skoura pour l'UMP, c'est Jean-Loup Caria, vous allez le voir. C'est donc lui qui représentera le MoDem sur la ville de Guyancourt en mars prochain. Le nom de son mouvement, Guyancourt en mouvement justement, ce sera le nom de sa liste. Jusqu'au 4 octobre, la Fédération des parcs naturels régionaux organise son congrès 2013 dans la Haute-Vallée de Chevreuse. En plein débat sur la transition énergétique, les parcs veulent changer les mentalités et les modes de vie. Anthony Reich et Jonathan Villeman pour ce reportage. Créé en 1985, le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse comprend désormais 109 000 habitants. C'est un modèle vers le changement des modes de vie. À Saint-Rémy-les-Chevreuses, par exemple, la première maison française certifiée passive en rénovation vient d'être construite. On travaille beaucoup sur des questions de densification ou sur des concepts tels que celui de BIMBY, Build in my backyard, par opposition à Not in my backyard, donc pas dans mon jardin. Là, en l'occurrence, il s'agit de diviser des parcelles pour pouvoir densifier de façon intelligente. Mais sur l'aspect mobilité, le chemin est encore long. Les habitants de parcs naturels sont de mauvais élèves. La part de ménages comptant 2 voitures ou plus est plus forte au sein des PNR que sur le reste du territoire. Si on ne modifie rien à notre trajectoire énergétique, il en coûtera 150 milliards de plus à la France en 2050. Et ce sont les entreprises et les ménages qui les paieront. Il faut donc s'engager dans cette transition énergétique qui n'est pas une punition, mais qu'au contraire une façon de faire gagner du pouvoir d'achat aux gens à long terme. Si certains projets synonymes de transition énergétique et écologique sont en marche, les parcs naturels régionaux sont aussi touchés par la crise. La croissance de l'emploi est légèrement plus faible que hors PNR. On a des soucis, c'est pas tout rose dans les parcs. On a des problèmes sociaux, des problèmes de chômage, des problèmes économiques, nos agriculteurs, voilà. Mais on a une grande responsabilité, d'abord de protéger
restaurer cette biodiversité. Voilà, et puis d'accompagner donc ces territoires qui sont des territoires en mouvement. Pour atteindre ces objectifs de biodiversité, la Fédération des PNR a annoncé en ouverture du congrès faire des parcs des zones autonomes en énergie d'ici 2030. Deux nouveaux parcs dans l'Essonne et en Seine-et-Marne sont à l'étude. Le parc de la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, désormais accessible à tous les Verriérois. Une convention a été signée ce mercredi entre le président de la MGEN et le maire de la ville de La Verrière, Alain Hajaj. Dès la fin du mois, les habitants vont donc pouvoir profiter de cet espace boisé de 15 hectares. Auparavant, il n'était réservé qu'aux patients et au personnel de l'établissement. Yolène Thorez, Élodie Moine. Un espace de 15 hectares pour tous les habitants de la Verrière, c'est le résultat de la convention signée ce mercredi à la mairie. Le parc de la MGEN est bientôt accessible à toute la population. Je pense en particulier aux enfants qui depuis longtemps devaient avoir envie de courir dans ce parc, de construire des cabanes, d'aller voir les daims. C'est désormais possible. On est très heureux de pouvoir le faire avec monsieur le maire et avec la municipalité. Puis ça renforce les liens entre la MGEN, qui a des établissements importants sur cette commune, et puis la ville de La Verrière. Dès la fin du mois, les habitants pourront profiter de cet espace pour de nouvelles promenades. 2 entrées sont actuellement en cours d'aménagement, dont celle-ci, avenue de Montfort. Bah ouais, si c'est ouvert, avec les enfants, on se balade. Ça fait un peu d'animation, une petite sortie de plus, voilà quoi. Ça permet de se distraire, de changer un peu d'air, c'est bon. Le parc fonctionnera d'abord avec des heures d'ouverture et de fermeture et à plus long terme, des projets seront étudiés. Parmi eux, l'installation d'un parcours santé et l'aménagement d'une ferme pédagogique. Le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines tenait donc ce matin sa conférence de presse de rentrée. 2014 sera une année de transition, de construction. Ce sont ces termes. Il faut dire que le rapprochement avec l'université de Paris-Saclay n'a jamais semblé aussi proche. Le futur établissement Paris-Saclay verra le jour officiellement en avril 2014. Il va travailler en étroite collaboration avec les différentes facultés yvelinoises regroupées derrière le sigle de l'UVSQ. L'UVSQ qui ne va pas disparaître pour autant, tout du moins dans un premier temps. Non, ce n'est pas la disparition de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Au contraire, je pense que c'est une montée en puissance de l'université grâce à son intégration dans cet ensemble. Il y a vraiment un beau projet avec la mise en œuvre de synergies, c'est-à-dire pouvoir faire ensemble ce qu'on n'est pas capable de faire tout seul. Donc avec de faire des beaux projets de formation et également de recherche, de formation pour nos étudiants. Donc qui permettra également d'améliorer la qualité de la formation de nos étudiants, mais également d'être plus attractif au niveau international. Après, on peut envisager un regroupement encore un peu plus étroit d'une certaine catégorie d'établissements, que les universités du projet fusionnent, et qu'il ne reste plus donc qu'une université Paris-Saclay avec des composantes, une faculté de droit, une faculté de médecine, qui serait le regroupement des facultés de droit de Paris-Sud et de Versailles-Saint-Quentin, une faculté de médecine aussi, regroupement des deux. Voilà. Et également, dans cette nouvelle université, on aurait des écoles internes comme Polytechnique ou HEC qui conserveraient une large part d'autonomie. Projet la création d'un institut d'études politiques avec l'université de Cergy-Pontoise. Il accueillera ses premiers étudiants à Saint-Germain-en-Laye, 80 environ à la rentrée 2014. Nous en avons d'ailleurs déjà parlé sur notre antenne. Pour l'instant, en cette rentrée 2013, ce sont 20 500 étudiants qui sont inscrits à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Des étudiants qui peut-être dans les prochaines années subiront des tests de sélection à l'entrée de la licence ou du moins un accompagnement actif. L'université se doit aussi d'être attractive au regard d'étudiants qui aujourd'hui choisissent d'autres filières sélectives. Je peux parler des classes préparatoires aux grandes écoles, mais je peux également parler de toutes les écoles qui existent en programme intégré sur 5 ans, des écoles de qualité très diverses. Donc c'est de pouvoir ramener vers l'université, ramener vers la licence, car c'est la licence dont il est question aujourd'hui. Les étudiants qui arrivent avec certaines difficultés ou manques, on doit pouvoir les accompagner, peut-être faire une licence encadrant avec une année 0. Par contre, les étudiants mieux armés scolairement, plus motivés, qui connaissent mieux le système, on pourrait par exemple leur proposer de faire une licence en 2 ans ou de faire une licence avec déjà une activité, une initiation forte à la recherche, ou de leur proposer des cursus plus denses avec pluridisciplinaires. On change de sujet, on parle culture avant de refermer ce journal. La Maison de la Poésie qui célèbre le centenaire du poète et écrivain yvelinois Jean Rousselot. Exposition présentée jusqu'au 19 octobre. Un reportage d'Aurélia Debussy et de Patrick-Jacques de Dixmude. Il aurait eu 100 ans cette année. Jean Rousselot, écrivain et poète yvelinois décédé en 2005, fut l'une des voix essentielles de la poésie et de la critique littéraire du XXe siècle.
À l'occasion de son centenaire, la Maison de la Poésie et la médiathèque de Guyancourt, qui porte son nom, lui consacrent une exposition jusqu'au 19 octobre. En le lisant, on se rend compte que c'était un poète d'une grande humanité, mais avec un regard très acéré, très critique vis-à-vis de l'humanité, mais en même temps un fol espoir dans cette humanité-là. Donc c'est une sorte de paradoxe qu'il entretenait naturellement, il se forçait pas du tout. Voilà, une grande lucidité sur le monde, sur l'état du monde, sur le comportement de l'humain par rapport à l'humain. Il a été officier de police, et pendant qu'il était officier de police, c'était la guerre, et donc il a été un militant résistant de l'intérieur très fort, et il sait ce qui s'est passé dans les années 30 en France. Il a vu ça de très près. Ensuite, il s'est engagé à n'être qu'écrivain. Il a mangé beaucoup de pain gris, et voilà, et il est devenu un grand nom dans la poésie contemporaine. Cette exposition, réalisée avec la collaboration de sa fille Anne-Marie, permet de réunir pour la première fois romans, essais et recueils depuis 1930 à 2009, ainsi que les photos, peintures et collages réalisés par l'artiste aux multiples facettes. Dans le cadre de la 10e édition de Poésie Yvelines, organisée par la Maison de la Poésie, un hommage appuyé lui sera rendu le vendredi 11 octobre à 20h. Fin de cette édition du 3 octobre. Exceptionnellement, il n'y aura pas de journal demain. Je vous retrouverai en revanche lundi en direct à 18h. Excellent week-end.